Bonjour tout le monde, merci d'être là pour ma première vidéo. Ça fait très plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Dans cette première vidéo, on va parler principalement du Bitcoin. Bon, quand on fait référence au Bitcoin, on parle avant tout de deux choses. On peut parler du Bitcoin avec un B majuscule pour faire référence à la blockchain, l'infrastructure, l'algorithme sur laquelle tout se passe, et le Bitcoin avec un B minuscule qui fait référence à la monnaie, donc l'unité de compte qui est tenue sur ce grand livre, sur ce registre qu'est le Bitcoin avec un B majuscule. Dans cette vidéo, je vais vous parler en profondeur du Bitcoin avec un B majuscule, et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler plus du Bitcoin avec un B minuscule et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le Bitcoin, c'est l'or 2.0. Wow. Avant de commencer, on doit mettre quelques petites choses au clair pour éviter tout malentendu. Cette vidéo est une simple présentation de mon point de vue et ne doit en aucun cas être considérée comme étant un conseil en investissement. Tout conseiller financier doit être agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ce qui n'est absolument pas mon cas. Je ne suis qu'un jeune homme qui partage sa passion et ses idées sur Internet. Mon but est de vulgariser et présenter simplement des concepts complexes. Lorsqu'on vulgarise, on perd de l'exactitude et certaines des informations présentées ne sont pas forcément exactes mais présentent une idée générale et facile à interpréter pour un public sans expertise. Je vous incite fortement à faire vos propres recherches auprès de différentes sources et de ne jamais prendre de décisions uniquement basées sur mes vidéos. Merci et bon visionnement. Donc, premièrement, le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto. À ce jour, on ne sait toujours pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, puis c'est une très bonne chose parce que c'est un réseau qu'on veut décentraliser. On veut pas qu'il y ait personne qui le contrôle. On veut pas qu'il y ait de tête, de visage à la tête. Donc, ça a été créé par un groupe ou une personne qui soit toujours anonyme. C'est quelque chose de super avantageux parce qu'il y a personne à blâmer, il y a personne à pourchasser, il y a personne à qui on peut faire quoi que ce soit. Les gens utilisent le Bitcoin, utilisent le réseau, puis c'est tout. Peu importe qui l'a fait, il est là, puis c'est là pour rester. C'est environ en 2008 que Satoshi Nakamoto a créé le white paper. Le white paper, c'est le document dans lequel il présente au monde son idée du Bitcoin. Je vais vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller lire le white paper. C'est vraiment intéressant, puis c'est très facile à lire. En gros, son but ou leur but à Satoshi Nakamoto, c'était de créer un person-to-person cash payment system online without financial institution. Donc, le but de Satoshi Nakamoto, c'était de créer une méthode de paiement de personne à personne en ligne qui nous permettrait d'envoyer de la valeur sans passer par une institution financière. Donc, moi, je t'envoie de la valeur directement à toi, au lieu que ce soit moi qui me connecte sur mon application bancaire pour dire à ma banque d'envoyer des fonds dans ton compte de banque à toi pour que toi, tu puisses aller voir ta banque et les retirer par après. C'est vraiment retirer les intermédiaires puis permettre aux gens de s'envoyer de la valeur de un à l'autre. Le problème, c'est que sur l'Internet, il n'y a pas le concept de rareté encore. Il faut l'inventer. Si je t'envoie quelque chose sur l'Internet, que je t'envoie une image, un document PowerPoint, PDF, Word, whatever, peu importe ce que je t'envoie, en fait, je t'envoie pas vraiment le document, je t'en envoie une copie. Ce que je t'ai envoyé existe toujours dans mon ordinateur. Fait que Satoshi Nakamoto s'est posé la question, comment je peux créer quelque chose qui va faire en sorte que quand je t'envoie quelque chose, il n'est plus à moi. Que quand je t'ai envoyé de la monnaie, le Bitcoin, ben, moi, je le possède plus que je t'ai envoyé. Parce que comme je viens de dire, si en ce moment, je t'envoie une photo, mais la photo, elle est encore dans mon ordi, puis elle est encore dans la tienne, puis tu peux en faire 1 million de copies. Fait qu'en tant que tel, ton fichier a aucune valeur tangible. Pour réussir à créer ce concept de rareté, ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait, c'est combiner le concept de blockchain et celui de proof of work. Donc, premièrement, la blockchain, dans ce contexte, la chaîne de blocs, comme on peut dire en français, c'est littéralement ça. C'est une chaîne de blocs, donc c'est des blocs un après l'autre, et dans chaque bloc renferme des transactions, en fait. Donc, on peut savoir qui a envoyé quoi à qui et quand tous les blocs sont là. Donc, c'est vraiment comme un grand registre comptable, un grand livre comptable avec tous des états de compte. L'argent est passé de tel compte à tel compte, de tel compte à tel compte, de tel compte à tel compte. Sauf que ce grand registre-là est distribué. Ça veut dire que n'importe qui peut avoir une copie du registre sur son ordinateur. C'est pas comme un grand livre comptable qui est sur les ordis de l'intranet de l'entreprise puis que ça sort pas de là puis c'est vraiment juste pour l'interne. Là, c'est vraiment un grand livre accessible à tous. Puis, on ajoute à ça le proof of work, la preuve de travail, qui est une façon de valider les blocs, qui est une façon de faire que les gens puissent vraiment pas faire de double envoi. Donc, si j'ai de l'argent dans mon portefeuille, je peux te l'envoyer une seule fois, puis après ça, elle est plus là. Je peux pas l'envoyer 2, 3, 4, 5 fois. C'est à ça que ça sert le proof of work. C'est une méthode de validation pour s'assurer que les utilisateurs, les envoyeurs ont bel et bien les fonds qu'ils envoient. J'essaie de vulgariser pour que ce soit pas trop complexe, là, mais en gros, on a les utilisateurs qui vont soumettre des transactions à la blockchain. La blockchain est contenue sur des nodes qui sont sur des centaines, voire des milliers, des millions d'ordinateurs un peu partout à travers le monde qui contiennent les nodes. Les nodes, en gros, c'est eux qui contiennent tous les blocs. Tous les blocs sont sur les nodes et toutes les nodes sont individuelles, donc chaque node possède sa propre copie de la chaîne de blocs. Les mineurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer
dans toute la chaîne de blocs pour s'assurer que les utilisateurs qui essayent de faire des transactions ont les moyens de faire ces transactions. Puis ce processus de vérification-là, ben, ça prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, puis ça prend du computing power. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça la preuve de travail. Donc en gros, les gens soumettent des transactions, les mineurs vont s'assurer que sur les nodes dans la blockchain, tout est réglementaire, que vous avez les fonds que vous essayez d'envoyer, puis il va soumettre la transaction à la node qui vont ajouter le bloc à la fin qui va vous permettre de faire votre transaction. C'est assez complexe, j'essaie assez de vulgariser pour pas vous perdre trop rapidement. Il y a beaucoup plus que je pourrais dire, mais je vais essayer de garder ça limité. Donc finalement, c'est le 3 janvier 2009 qu'est miné le premier bloc par Satoshi Nakamoto. Donc la blockchain a eu son premier bloc, le Genesis block comme on appelle, le 3 janvier 2009, et tous les blocs qui ont été ajoutés à la chaîne depuis sont visibles sur le net. Donc on peut aller sur le site internet de blockchain pour voir tous les blocs qui ont été minés, toutes les transactions qui ont eu lieu depuis le jour 1 sur la blockchain du Bitcoin. Donc ce grand registre-là est accessible à tous. Donc on peut vraiment voir en 2015 si tel portefeuille a envoyé de l'argent à tel portefeuille. Vraiment, tout est encore là et tout sera toujours là. L'avantage du Bitcoin face au système monétaire actuel, c'est que quand on envoie de l'argent en ce moment, comme je disais tantôt, c'est moi qui demande à ma banque d'envoyer les fonds de mon compte à votre compte dans votre banque. C'est pas moi qui t'envoie ma valeur à toi directement. Donc, on a des intermédiaires qui sont indispensables à nos transactions. Puis là, on veut les rendre justement, on veut se disposer d'eux. J'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui disent que la blockchain puis les bitcoins, tout ça, c'est anonyme. C'est complètement faux. C'est pseudonyme. Ça veut dire que sur la blockchain, on peut voir qui a envoyé quoi à qui, comme je l'ai dit plus tôt. Mais on peut pas voir, exemple, Guillaume a envoyé 30 bitcoins à Martin. On va voir XW2847 a envoyé 30 bitcoins à B472512. Donc, c'est des pseudonymes. Ça va être un wallet adresse, une clé publique, comme on appelle, qui va être affichée. Donc, tant qu'on ne sait pas la clé publique, elle appartient à qui, ben, on va dire que c'est pseudonyme. Puis si on apprend que XW2842, ben, c'est mon portefeuille à moi, là, on va pouvoir tracer tout ce que j'ai fait avec ce portefeuille-là depuis qu'il existe. Donc, c'est pas vrai que c'est anonyme, que c'est idéal pour faire de la fraude, des détournements de fonds et des choses comme ça, parce qu'on sait qu'est-ce qui est passé de quel portefeuille à quel portefeuille. Puis, il y a beaucoup de façons de faire des recherches puis trouver quel portefeuille appartient à qui. Donc, on va parler aussi un peu de clés privées et de clés publiques. Comme je viens de dire, la clé publique, c'est l'adresse que vous donnez. C'est un peu comme votre adresse mail. Si vous voulez que quelqu'un vous envoie un mail, ben, vous allez lui donner votre adresse mail. Moi, c'est guillaume.beauchamp@outlook.com. Ben, si vous voulez que quelqu'un vous envoie des bitcoins, vous allez lui envoyer votre clé publique bitcoin, XW2842, whatever, qu'est-ce que ça va être, pour que cette personne-là puisse vous envoyer des bitcoins. C'est tout simplement comme un username. La clé privée, par contre, c'est comme un mot de passe, mais puissance 10. C'est vraiment encore plus important qu'un mot de passe. Parce que si votre mot de passe Facebook ou Hotmail ou quoi que ce soit, vous le perdez, vous pouvez aller sur le site et cliquer mot de passe oublié et le récupérer. Votre clé privée, vous ne pouvez pas. Donc, la clé privée, c'est la blockchain qui vous le donne au moment de création de votre portefeuille. Donc, vous n'avez pas de portefeuille, vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas rien. Vous allez sur la blockchain, sur une application, un wallet, vous créez un portefeuille, un wallet, puis au moment où vous allez le créer, on va vous remettre 12 mots qui sont votre mot de passe absolu pour vous connecter à la blockchain puis prouver que les fonds que vous avez sont bel et bien à vous. Donc, ces 12 mots-là, quand vous les obtenez, qu'est-ce que vous faites? Vous les gravez sur du métal, puis vous les enterrez dans le fond de la cour, puis vous vous assurez que personne ne sache où est-ce que c'est. Puis, sur votre testament, vous expliquez à votre famille comment aller les récupérer s'il y a quelque chose. C'est vraiment... il y a de la sécurité à avoir sur ces 12 mots-là. Vous pouvez avoir une clé Ledger, une genre de clé USB qui va vous aider à sécuriser puis à mettre vos coins off-chain. En gros, tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous perdez votre clé privée, vous perdez vos fonds. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un met sa main sur votre clé privée, il a mis la main sur vos fonds. Puis la blockchain de Bitcoin, toutes les transactions sont finales. Il n'y a pas de moyen de dire... comme si vous faites frauder votre compte de banque, vous appelez Desjardins, vous dites « Ah, ça c'était une transaction frauduleuse », ils peuvent annuler la transaction, remettre l'argent dans votre compte. Bitcoin, non. Si vous vous faites frauder, c'est votre problème. Vos 12 mots, c'est votre bébé. Vous devez lui faire attention. Vous devez le donner à personne. Vous devez le sécuriser. Moindrement que quelqu'un met la main sur vos 12 mots, il peut vous voler tout ce que vous avez sur votre compte. Donc maintenant, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on veut retirer les intermédiaires financiers?
Well, comme je l'ai dit plus tôt, on utilise souvent le terme décentralisé pour faire allusion au Bitcoin puis aux crypto-monnaies, mais le terme décentralisé n'est pas exact, ce serait plus distribué. Pour faire la différence, centralisé, c'est exemple Google qui a un serveur de données dans la Silicon Valley. Décentralisé, c'est qu'il y en a un dans la Silicon Valley, il y en a un au Canada, il y en a un en Europe, il y en a un en Afrique. Il y a plusieurs centrales de données qui ne sont pas tous à la même place. Distribué, c'est qu'il n'y a vraiment rien de connecté à une unité centrale. Tout est interconnecté. Tu as des millions d'ordinateurs qui sont tous interconnectés d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas de pouvoir central à tout ça. Il n'y a personne qui peut mettre ça à off. Il n'y a personne qui peut avoir un contrôle quelconque sur le réseau. Donc, on appelle ça un peu aussi la monnaie du peuple parce que toutes les monnaies qu'on a actuellement, le monnaie du dollar canadien, dollar US, l'euro, whatever, c'est des monnaies imprimées par des gouvernements, des banques centrales et gérées. Là, c'est vraiment, c'est la monnaie du peuple. Il n'y a personne qui en a le contrôle. Si t'en veux, tu t'en procures. Si t'en veux pas, tu fais pas avec, whatever. Mais il n'y a personne qui a rien à dire sur quoi que ce soit. Le truc est là. Puis il va rester, puis tu fais ce que tu veux avec. C'est aussi très utile dans certains contextes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi les nouvelles dernièrement, mais au Canada, le gouvernement canadien bloquait des comptes à des particuliers, des personnes, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'ils avaient financé un GoFundMe que le gouvernement a jugé comme étant une attaque terroriste ou un truc complètement débile dans le genre. Imagine la mère célibataire qui a donné 50$ à un GoFundMe pour une cause qu'elle jugeait juste, puis qu'on lui bloque son compte de banque, on l'empêche de faire ses transactions quotidiennes, de payer l'épicerie à ses enfants, on lui bloque l'accès à ses finances parce qu'elle a décidé de faire un petit don à une cause que le gouvernement jugeait... Ça fait juste aucun sens. Le fait qu'on puisse se faire bloquer nos fonds comme ça par nos États, pour moi, personnellement, ça me fait peur, puis ça m'incite à ne pas avoir d'argent dans les comptes de banque, puis je vous ferai une vidéo complète sur ça, sur pourquoi je n'ai pas d'argent en termes de dollars de devises. Je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi aussi en Ukraine avec tout ce qui se passe. Si tu voulais retirer ton argent, il fallait que tu fasses vite. Les ATM se sont tous fait vider. Donc, tous les guichets, il n'y avait plus d'argent dedans. Fait que si toi, tu es un Ukrainien, tu veux fuir le pays, prendre ton argent puis t'en aller, tu arrives au guichet, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tes comptes de banque, tu veux essayer de faire un virement à l'international ou quoi que ce soit, ça a été bloqué parce que les banques ont eu peur que trop de personnes vident les liquidités des banques puis causent un gros bank run pour un genre d'effondrement du système banquier là-bas. Fait que là, toi, tu as de l'argent, ton compte est bloqué, les ATM sont vides. En plus, tu es en contexte de crise, là. Ton pays est en train de se faire attaquer, ta ville peut être assiégée, tu es en train de fuir, tu n'as pas accès à tes richesses. Personnellement, c'est un autre truc qui me fait peur. J'ai vu beaucoup de témoignages, parce que ça m'a intéressé ces cas-là. J'ai lu des témoignages d'Ukrainiens qui racontaient que comme si c'était pas de leur Bitcoin, leur Ethereum, puis de leur argent qu'ils avaient sur des clés USB, il n'y avait plus rien. Tous leurs actifs étaient gelés, leur maison a explosé, brûlé ou whatever, qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas, où ils ont juste pas accès, leur ville a été évacuée. Comment tu as ta richesse? Comment tu te protèges? Comment tu t'en sors? Well, selon moi, la meilleure façon, ça a été, puis selon les témoignages, la meilleure façon, ça aurait été d'avoir leur crypto sur une ledger, une petite clé USB que tu peux amener n'importe où. Après ça, tu branches ça. Tout ce que tu as besoin, c'est un accès à Internet, puis voilà, tu as accès à tes fonds, ta richesse. Autre contexte dans lequel c'est utile, comme au Salvador, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, mais ils ont légalisé le Bitcoin comme étant une monnaie légale. Donc à partir de maintenant, au Salvador, tu peux te faire payer ton salaire, tu peux payer tes impôts, tu peux acheter ton McDonald's en Bitcoin. Ils ont fait ça principalement pour une chose. Le Salvador, c'est un pays très petit avec énormément de population qui a émigré. Donc, il y a beaucoup de Salvadoriens qui sont au Canada, aux États-Unis, un petit peu peut-être en Europe, puis qui renvoient de l'argent à leur famille. Tu sais, ils sont partis travailler, ils font de l'argent, puis ils renvoient de l'argent au pays. Sauf que pour renvoyer de l'argent au pays, pour le moment, c'est des systèmes bancaires, c'est des systèmes comme Western Union qui sont très lents, qui peuvent, si exemple, tu veux envoyer ici, puis tu veux envoyer de l'argent à ta famille au pays, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines avant qu'ils la reçoivent. Plus, tu peux payer un 10-15% de frais d'envoi. Fait que si tu envoies $100 à ta mère, elle peut recevoir peut-être $85 dans 2 semaines. Which is not idéal. So, avec le Bitcoin, maintenant, ils sont capables de renvoyer de la valeur au pays très facilement, sans intermédiaire. Fait que les 10-15-20% que mangeaient les intermédiaires, ben, ça vient de disparaître. Puis ça, c'était une grosse partie du PIB, du produit intérieur brut du Salvador. Beaucoup d'argent qui était fait dans le Salvador était fait par des frais de transaction internationales. Fait que ça, c'est de l'argent de moins dans les poches des grosses banques, puis de l'argent de plus dans les poches du peuple. So this is a really good thing. Au final, est-ce qu'il y a des risques à tout ça? Ben, le seul risque réel,
à part perdre sa clé privée, bien évidemment, ce serait une attaque 51%. Une attaque 51%, ça veut dire que 51% des mineurs, donc des validateurs du réseau, s'allient, décident ensemble de créer une fausse chaîne avec des fausses transactions qui n'ont jamais eu lieu. Ils peuvent faire n'importe quoi à partir de ce moment-là, vider tous les portefeuilles, faire des fausses transactions, double dépenser, whatever, parce que c'est eux qui valident ensemble si les transactions sont bonnes ou pas. Donc, ils peuvent accepter n'importe quoi. Sauf que s'ils font ça, les gens vont juste s'en rendre compte. Bon, premièrement, ça peut pas arriver parce que les mineurs sont trop distribués, un peu comme on dit. Ils sont à travers le monde, ils se communiquent pas nécessairement entre eux. T'as des personnes comme moi et toi qui font tourner leur ordi pour faire tourner le réseau. T'as des entreprises, puis même t'as le Salvador, t'as des pays qui ont commencé à miner, puis tout le monde a des intérêts différents, puis tout le monde qui mine et fait tourner le réseau, c'est parce qu'ils ont une foi en le réseau, puis ils veulent pas le voir planter, fait qu'ils ont pas d'intérêt à créer d'attaque 51% ou quoi que ce soit. Puis même si quelqu'un le fait, la valeur de tout ça, c'est basé sur la confiance, puis la valeur est basée sur ce qu'on dit que ça vaut. Si le système se fait hacker, puis perd tout le monde perd leurs fonds, celui qui aura tout volé, il pourra pas les revendre, personne va vouloir les racheter parce qu'il aura volé, il aura brisé la confiance du système, fait qu'il va juste faire s'écrouler la valeur. En bref, c'est à peu près ça pour cette vidéo-là. Je veux pas trop m'éterniser sur le sujet parce que je pourrais vraiment en parler encore pendant des heures, c'est ce que je vais faire d'autres vidéos pour en parler. Le dernier truc que je voudrais dire, c'est que là, dans cette vidéo, je vous ai parlé de la blockchain du Bitcoin, mais il existe un paquet d'autres blockchains comme Ethereum, le Solana, Binance Smart Chain, il y en a plein de blockchains. Et ils n'ont pas tous le même fonctionnement de Proof of Work. Il y a le Bitcoin et le Ethereum qui est en Proof of Work, mais le Ethereum est en train de passer de Proof of Work à Proof of Stake. Il y a le Solana qui est en Proof of History. J'ai entendu d'autres trucs comme le Proof of Transaction. Il y a plusieurs façons différentes de faire valider des blocs puis d'ajouter de l'information à la blockchain. Fait qu'on va parler de ça. Donc,